Bonjour et bienvenue sur No Limit Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous recevons Arnaud Courty pour un projet qui s'appelle le DVID ou David, je ne sais pas comment on prononce ça. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limit Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Et moi-même, Nicolas Ruff. Alors Arnaud, en préambule, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore ? Absolument. Je m'appelle Arnaud Courty et je suis responsable de la Red Team chez Soprasteria France. Et je suis également indépendant chez Dipole Security. Très bien. Alors le projet DVID, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, comment on prononce ? Alors, anglais-français, j'ai cherché à avoir un nom qui soit multilangue. L'idée, c'est plutôt de l'appeler Divid. C'est le nom que je veux pas. Mais DVID marche également. Et donc, ça consiste en quoi ? Parce que moi, j'avoue que j'ai découvert ce projet quand on était ensemble à Toulon, où tu as fait une introduction, un workshop, un atelier sur ton produit. Exactement, c'était à la Barbac. J'ai fait un workshop qui s'appelait... c'était un escape game IoT. Alors le projet, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme open source, donc plateforme matérielle open source, qui vise à permettre à tout à chacun de pouvoir être embarqué, sans mauvais jeu de mots, sur du pentest hardware. L'idée, c'est de pouvoir comprendre de manière didactique, de manière simple, avec une carte simple et tout un panel de travaux pratiques directement accessibles sur le GitHub du projet. Donc tu parles de hardware, donc il y a une partie logicielle et il y a une partie matérielle. Qu'est-ce que tu supportes au niveau matériel ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as, un board que tu as designé toi-même, ou est-ce que ça peut tourner sur n'importe quel Raspberry par exemple ? Alors non, c'est une carte, la source c'est une carte Arduino. Donc c'est un Arduino Uno, dessus j'y ai extrait l'Atmega 328P que j'ai réimplémenté en standalone directement sur une petite carte. L'objectif d'avoir fait ça, c'est de permettre à tout à chacun de pouvoir rétro-ingénierer une carte avec des composants simples. Et à l'heure actuelle, l'ensemble des TP sont plutôt accessibles au grand public. Je ne vais pas dans toutes les spécificités de l'architecture AVR. Je reste assez en surface. La carte, elle dispose de plusieurs connectivités, principalement du Bluetooth et du Wi-Fi. Et après, il y a des ports d'extension qui permettent par exemple d'ajouter de la connectivité radio, du Sigfox ou autres ports d'extension. On pourrait imaginer par exemple du NFC. Alors tu parles de travaux pratiques, tu as imaginé cette plateforme à l'origine pour permettre aux gens de comprendre et de s'entraîner à l'intrusion d'un IoT matériel, c'est ça ? Ça vient de quand ? C'est exactement ça. Alors pour vous expliquer un peu la genèse du projet, j'ai démarré ce projet en 2019 parce que j'ai eu l'opportunité de faire des cours en ligne, donc des cours 100% accessibles en ligne, et je devais envoyer une plateforme de TP directement chez les étudiants. Et je me suis confronté à un problème, celui de la propriété intellectuelle. J'avais pas la capacité de pouvoir dire aux étudiants d'acheter sur n'importe quelle plateforme en ligne un équipement venant d'un constructeur sans avoir l'autorisation de l'attaquer. Donc du coup, je suis parti sur un projet complètement open source que j'avais designé moi-même et donc j'étais seul responsable de toute la partie de toute la partie propriété intellectuelle et surtout de la capacité à pouvoir développer des TP dessus. Et donc cette plateforme sert de plateforme MTP. Ça représente un temps de développement de combien de jours, semaines, mois de travail si ça avait été à plein temps ? Alors pour vous donner un ordre d'idée, toute la plateforme a nécessité à peu près une centaine d'heures de travail en tout et pour tout. J'ai fait 3 prototypes, 3-4 semaines d'intervalle. Donc pourquoi 3 semaines ? C'est parce que nos amis asiatiques mettent à peu près 3 semaines à me livrer. Et donc j'avais une grosse deadline à tenir et j'ai fait un premier prototype. J'ai fait forcément des erreurs, c'est la première fois que je designais un PCB. Sauf que ce qui était vraiment top, c'est que j'ai pu
documenter ce que j'avais fait et les erreurs que j'avais réalisées. Et ça fait partie des cours que je fournis notamment au travers d'HS2 ou d'Aki9 pour les 2 cours que je présente pour le moment. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que je peux donner ce retour d'expérience. Donc en termes d'heures, c'est une centaine d'heures avec 3 gros prototypes que j'expose encore chez moi pour la première plateforme. Et les prototypes, tu les fabriques toi-même à la main ou tu as un fournisseur ? J'achète tous les composants sur le continent asiatique. Par contre, l'intégralité des cartes sont montées à la main. Alors au début, je les soudais moi-même et je me suis retrouvé dans la situation où il était plus intéressant pour moi de pondre des nouveaux TP plutôt que de souder. Donc j'ai fait appel à mon entourage et j'ai beaucoup de mes amis qui soudent pour moi l'ensemble de mes cartes et notamment aussi ma famille. Donc ça devient une usine directement chez moi. Tu as transformé la famille en une petite usine à souder des cartes ? Et exactement. Pour donner un ordre d'idée, il y en a maintenant 600 dans le monde, des petites cartes, et elles sont totalement à travers le monde, principalement aux US et au Canada et en Inde. Précisons quand même que ce sont des composants DIL que tu as sur la carte et pas des composants CMS. Ça reste accessible au niveau nuit du hack où on voit des enfants souder pendant les ateliers qui sont proposés, quoi. C'était un des objectifs de la carte, c'est que tout le projet est open source, tous les plans, donc les gerbères sont fournis et toute personne peut la souder elle-même. Il y a des étudiants qui viennent me voir, ils n'ont pas envie de l'acheter parce qu'ils n'ont pas envie de payer par exemple un transporteur genre DHL et du coup eux ils achètent tous les composants, ils la font eux-mêmes et ils la soudent eux-mêmes. Donc oui, et il est également prévu que lors de petits ateliers, lors des conférences, il y ait des ateliers soudure. Les composants des cartes, en les ajoutant tous les uns à côté des autres, forcément ça reste onéreux, mais l'ensemble de la carte reste largement abordable. Et c'était un des objectifs de la carte, c'était de le rendre accessible à des étudiants. Quel type d'attaque les gens peuvent s'entraîner avec cet objet comment ça marche, comment ils font ? Alors comment ils font ? Le process est extrêmement simple. Sur le GitHub du projet, il y a des firmware qui sont déjà précompilés. À ça, vous avez également le code source. Donc c'est-à-dire que quelqu'un est capable de pouvoir, s'il n'arrive pas à résoudre le challenge, et du coup, il a la capacité de voir directement le code source et d'apprendre par lui-même. Au niveau des challenges, il y a du challenge hardware, donc ça veut dire qu'on vient par exemple rétro-ingénierer la carte. La carte sur une des pins du microcontrôleur, il y a un message qui est envoyé. L'objectif c'est de savoir lire une datasheet et de la comprendre pour pouvoir l'analyser. Sur la partie hardware, on va avoir également de la simulation d'AVR. Donc c'est-à-dire qu'on a un firmware, il va falloir l'extraire, le simuler pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe avec la datasheet. Ensuite, on va passer plutôt sur des attaques logicielles. On va avoir par exemple des mots de passe codés en dur. On va avoir des mots de passe par défaut. On va avoir de l'analyse de firmware, donc c'est-à-dire de la partie statique. Et ensuite, on va partir sur la partie radio avec du Bluetooth. Donc le fait de comprendre ce que c'est l'advertisement, de comprendre ce que c'est d'écrire et de lire sur une caractéristique ou sur un service. Mais le DVID lui-même, l'objet, il sert à quoi ? À part apprendre à pirater un objet ? Il sert à ça officiellement. Pour moi, je m'en sers en fait comme petite plateforme de développement et surtout je m'en sers dans mon poulailler. Puisque j'ai un poulailler connecté et j'ai rien trouvé de mieux que de mettre un DVID à la place. Alors pourquoi ? Parce que c'est extrêmement simple. Il y a une carte Wi-Fi, une carte Bluetooth pour interagir avec mon réseau et il y a un petit microcontrôleur qui accepte des entrées, notamment tout ce qui va être température et état. Du coup, moi je m'en sers pour ça et je m'en sers après pour faire des capteurs de température dans mes serres. Donc c'est peut-être onéreux, mais bon, au moins les cartes, en fait je les soude pas entièrement pour vous expliquer. C'est que les cartes, elles sont toutes soudées quand elles sont fournies, vendues aux étudiants. Mais pour moi, je soude que les composants qui m'intéressent. Et du coup, au niveau du projet open source, comment ça marche ? Est-ce que c'est un système modulaire à la Metasploit ? Est-ce que tu as beaucoup de pull requests extérieurs ? Est-ce que tu as des étudiants qui ont proposé des challenges, ce genre de choses ? Comment tu gères ton projet open source ? Alors, je suis un petit peu déçu avec 2 ans de recul maintenant. Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui contribuent au projet.
À l'heure actuelle, sur le GitHub, sur les pull requests, j'ai souvent des corrections qui arrivent. Alors déjà, peut-être parce que mon niveau d'anglais, il n'est pas non plus ouf, mais surtout parce que il y a besoin d'améliorer. Ce que j'ai surtout en contribution, c'est des write-up. Donc, c'est-à-dire quand j'ai pondu un challenge, ce challenge, il est résolu par plusieurs étudiants de plusieurs manières, et je demande à chacun de l'écrire sur son blog, ça fait un référencement, et surtout de ne pas donner la solution. Ça permet à tous les autres étudiants, s'ils veulent pouvoir juste fournir la solution, ils sont obligés forcément de tout reproduire. Donc la contribution qui apparaît sur le projet, c'est principalement à travers du write-up. En termes de challenge, pour le moment, il n'y en a pas. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que tous les produits que je crée au travers des formations, au travers des conférences ou au travers des workshops, c'est basé sur le Divid. C'est un des gros challenges que je me fixe, c'est que le Divid ait une place centrale sur l'ensemble des challenges que je produis. Et du coup, au niveau des étudiants, est-ce que parfois tu as eu des étudiants qui ont résolu des challenges de manière totalement inattendue, en utilisant, des timing attacks ou des race conditions ou même des défauts de la plateforme matérielle pour bypasser un challenge, par exemple? Oui, c'est arrivé, notamment avec de l'analyse logique. L'idée, c'est que quand je construis un challenge, j'imagine donc un scénario pour pouvoir le résoudre. Mais ce qui est très amusant, c'est que au début, j'ai appris avec ce projet. C'est pas quelque chose auquel j'avais obtenu la connaissance précédemment et je l'avais mis dans un projet. C'est vraiment, je me suis dit, il faut se lancer, et dans cette dynamique-là, j'ai construit le projet Divid. Et donc, au début, j'ai fait des erreurs, et les étudiants me l'ont vraiment montré en me bousillant mes challenges en 30 secondes, alors que c'était absolument pas prévu. Et donc, ce qui est très intéressant aussi, c'est que il me pousse à aller beaucoup plus loin sur le projet. Par exemple, lors de ma formation avec HS2, il y a un des étudiants qui m'a challengé un petit peu sur la partie simulation. Pas de souci. J'ai créé un challenge simulation et il sera uploadé prochainement sur GitHub. Mais alors, du coup, c'est quoi ton business model, entre guillemets? Parce que si tout est open source, j'ai cru comprendre qu'en fait, ce que tu vendais, c'est le training, le workshop, la formation, qui peut être en 1 heure, comme celle que j'ai vue à Barbac, ou qui est peut-être plus longue si tu la vends via un prestataire de service comme Hervé. Est-ce que c'est ta seule source de revenus, et qu'est-ce qui empêche quelqu'un finalement de prendre la plateforme et de faire jouer les challenges sans passer par toi? Alors, la seule chose que me rapporte ce projet, c'est de la visibilité. Je ne veux pas gagner d'argent avec, et je n'en gagnerai pas. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que ça soit open source, tout le monde peut l'utiliser, tout le monde peut le copier. Par contre, ce que j'ai mis, c'est j'ai mis une licence qui oblige la personne qui va vouloir le récupérer commercialement du coup, elle va forcément l'améliorer, et elle va le republier en open source. Donc ça, c'est ma garantie. Et ma source de revenus après, c'est toute la valeur ajoutée qu'on peut créer sur ce projet-là. Par exemple, quand on va faire un challenge, le challenge, il n'y a pas énormément d'explications dessus sur le projet GitHub. Par contre, au travers d'un escape game, par exemple, l'escape game, il n'est pas publié en open source parce qu'il y a plein d'autres vulnérabilités qui sont à explorer. Et si tout le monde connaît la solution de l'escape game, il n'y a plus de jeu. Donc mon gagne-pain, entre guillemets, c'est de créer des combinaisons de challenge qui sont exclusives pour certaines conférences, par exemple. Mais le projet à la base est complètement open source, et c'est que de la visibilité. Il y a des écoles qui s'en servent pour leur enseignement? Oui, notamment les Sylves à la Défense. Et du coup, tu as eu des surprises des fois? Par exemple, des gens qui t'ouvrent des tickets ou qui te demandent de faire du support sur le logiciel alors que tu n'as jamais entendu parler d'eux, et tu te rends compte qu'en fait, ils ont monté un cours parallèle en utilisant tes supports? C'est quelque chose qui a pu arriver dans d'autres projets open source ou... La question est pertinente. Alors, je ne l'ai pas vu comme ça. Je l'ai vu au travers d'une veille sur les moteurs de recherche, sur le fait qu'il y avait d'autres personnes qui avaient repris un peu le projet pour leur cours. On va dire le bonhomme derrière le Divid est tout aussi important que la plateforme matérielle. Et donc souvent, ils viennent me voir pour essayer d'en savoir un peu plus. Ils viennent me voir en me disant je voudrais acheter 3 Divid. Je dis oui, mais c'est pas si intéressant que ça. Pour une école, par exemple, il y a des mallettes qui existent. Il y a une mallette avec une vingtaine de Divid dedans, avec un Raspberry associé. Ce Raspberry, il offre tout le panel des TP. Il offre tout l'escape game aussi, puisque tout est hébergé dessus. C'est une solution beaucoup plus packagée.
Et à l'heure actuelle, pour revenir sur ta question précédente, mon gagne-pain, c'est tous les produits dérivés, on va dire du Divid. Et toute l'énergie que j'y mets à essayer de créer du contenu, créer de la valeur ajoutée, ça, c'est vraiment le plus intéressant pour moi. Par contre, la base, elle restera simple, le Divid. Et je tiens à dire devant tout le monde aussi que toutes les Divid sont rétro-compatibles. Donc si demain, il y a une V2, elle sera rétro-compatible avec la V1. Donc c'est un gros challenge aussi pour moi parce que du coup j'ai fait des erreurs dans le passé et du coup je me les garde vraiment tout le temps quoi. C'est un peu des casseroles. Mais c'est le challenge. Et du coup, quelle est ta relation en fait avec le monde de la sécurité hardware? Parce que c'est quand même un monde assez différent de celui de la sécurité informatique. J'ai cru comprendre que c'était pas ton travail au quotidien. Très bonne question. Ce qui m'a amené là-dedans, c'est principalement la bidouille. C'est le fait de créer des petits composants, des petits automatismes pour améliorer son quotidien. Et non, je n'ai pas, j'ai pas eu la chance de faire des stages dans ce milieu un peu fermé du hacking hardware. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé aussi ce projet pour gagner un peu en visibilité et surtout essayer de raccrocher un peu les wagons avec cette communauté-là. Et donc, je me dis que forcément un jour, ça va intéresser quelqu'un et forcément un jour, je pourrais aller à une conférence et échanger beaucoup plus en profondeur sur ces éléments de hacking hardware et puis en apprendre beaucoup plus parce que loin de moi l'idée que le projet couvre toutes les facettes du hacking hardware et soit exhaustif par exemple là-dessus. C'est pas le but et c'est pas l'objectif. On n'est pas sponsorisé, mais je tiens à préciser qu'il y a une très bonne conférence qui s'appelle hardware.io, W-E-A-R, et qui, elle, justement, réunit des gens à l'intersection du matériel et de la cybersécurité. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'y participer, mais... Si, alors pas celle-ci. J'ai pas participé à cette conférence-là. Alors pourquoi ? Déjà parce que j'ai souhaité couvrir le secteur français, être stable sur les acquis, surtout les erreurs au niveau du projet. Et une fois que j'avais suffisamment de retours d'expérience là-dessus, je m'attaquerai à la partie anglais. La partie anglais, c'est un challenge pour moi. Donc du coup, je multiplie pas deux challenges en même temps, l'un après l'autre. Mais c'est prévu pour 2022 et 2023, oui. Quand le Covid aura fait place nette. Attention, nous enregistrons en début 2022 pour les auditeurs du futur. On ne sait pas ce qui va arriver. Et donc toi qui as un œil un peu neuf et extérieur sur ce milieu de la sécurité hardware, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir plus tôt ? Qu'est-ce que tu as découvert un petit peu par accident ? Tu dis que tu as eu des casseroles par exemple dans le design de ta carte. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ah bah oui, par exemple les casseroles, c'est j'ai pas de plan de masse sur ma carte. Il y a du design de piste qui respecte aucune norme. Il y a les trous par exemple les drills de la carte, ils sont trop grands. Donc quand mes amis et ma famille ils soudent, du coup les composants ils peuvent se déplacer dedans. Il y a des erreurs sur certaines pistes, sur certains prototypes, il y a eu des pistes qui se sont croisées, donc forcément ça s'est touché. Il y a plein d'erreurs, mais parce que c'était la première fois que j'en faisais et en fait je trouve ça hyper fun de se dire en fait je me suis lancé quoi et puis ça marche. Et il faut garder aussi à l'esprit que ce projet c'est un peu une bouteille à la mer. J'attends rien derrière. J'ai pas d'enjeu, par exemple, financière avec ce projet-là. Si ça intéresse des gens, s'ils veulent contribuer avec moi dans mon délire de hacking hardware accessible à tous, avec grand plaisir. Je suis dispo sur Discord, sur tous les réseaux. Il ne devrait pas y avoir de soucis pour me trouver. Oui, on mettra l'URL du projet lors de la publication. Tu peux peut-être donner aussi ton pseudo pour que les gens puissent te trouver. Le pseudo, c'est Vulcainreo, Vulcainreo. Et c'est le seul, il est partout. Donc, ça devrait pas être trop dur à trouver. Oui, alors ayant moi-même une formation d'ingénieur en électronique, j'avoue par exemple que l'absence de condensateur de découplage sur ta carte, surtout quand tu fais de la radiofréquence, quand tu as des cartes Bluetooth, Wi-Fi, il y a probablement un problème aussi de positionnement pour pas qu'elles se brouillent les unes les autres. C'est exactement les éléments que j'aimerais découvrir.
pour l'expérience, j'avais discuté de la carte avec un expert en PCB. Il a failli vomir en fait quand il l'a vu. Il s'est dit mais c'est pas possible, on peut pas faire ça, on peut pas vendre des choses pareilles. Je fais bah si et ça marche. Mais pour vous donner un ordre d'idée, des cartes j'en ai cramé des dizaines et des dizaines parce qu'au début je savais pas du tout ce qu'étaient les fusibles sur un Atmega. Et donc j'ai joué avec les fusibles hauts, les fusibles bas, et je me suis retrouvé avec des cartes complètement cramées, à devoir complètement tout dessouder. Ouais, j'en ai passé des nuits blanches, mais je trouve ça hyper fun. Et il y a quand même un dernier truc important sur les cartes, c'est que tout est, sur la carte en elle-même, la plus basique, il y a aucun composant vivant. En fait, je suis parti du principe que les cartes, elles peuvent aller à l'autre bout du monde. Et c'est le cas, elles sont à l'autre bout du monde. Et par exemple, au Brésil, si quelqu'un crame la carte, il est impensable de lui renvoyer une carte complète. Parce que c'est trop cher. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je lui explique qu'il prend un petit tournevis, il extrait toutes les cartes qu'il a cramées, et puis il les achète sur Amazon, ou alors je le renvoie si c'est sous une garantie, on va dire ça comme ça, et ça coûte beaucoup moins cher. Et du coup, moi aussi, pendant les workshops, ça me permet d'avoir du spare. Donc la carte en elle-même, elle fonctionne très bien, et si le composant est cramé, c'est pas grave, et juste à le changer. C'est réparabilité 100%. Ah, exactement, j'ai le label tout vert pour ça, oui, sur les Fixit. Finalement, à part la notoriété, tu cherches quoi? De nouveaux utilisateurs, des contributeurs, de quoi tu as besoin? Moi, ce dont j'ai besoin, c'est des personnes qui viennent me voir et qui m'expliquent toutes les erreurs que j'ai faites sur le projet. Comment j'aurais pu aller plus loin, et surtout, alors après ça peut être sur le PCB, ça peut être sur l'Atmega, ça peut être sur les ports d'extension, ça peut être sur les challenges. Donc oui, moi je cherche plutôt de la connaissance, on va dire ça comme ça, et je cherche à des cas d'usage aussi du projet. À l'heure actuelle, j'ai des idées, très bien. Par exemple, le prochain workshop que je vais faire, c'est un Cluedo. Donc c'est un meurtre dans une maison. Des objets connectés ont enregistré ce meurtre-là, et il faut retrouver. Et évidemment, il y a un divide à rétro-ingénierer. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, avec les cas d'usage, je tourne un petit peu en rond. Et j'aimerais que la communauté puisse m'aider à donner des idées. Et l'idée, après, je la prendrai en compte, et puis j'en ferai des challenges. Donc, on pourrait même imaginer un challenge spécial No Limit Sécu, de tous les de tous les lecteurs. Les auditeurs. Les auditeurs, c'est ça, merci. Donc un challenge 100%, un challenge dédié No Limit Sécu avec tous les auditeurs de l'émission. Alors je t'avoue que malheureusement je serais incapable de faire des retours sur ton projet aujourd'hui, même si j'ai commencé il y a bien longtemps dans un laboratoire d'électronique, avant de faire de l'informatique. Et il y avait une belle histoire à l'époque, c'est que les ingénieurs font tout au feeling. En fait, l'électronique, c'est une science où il y a beaucoup d'intuition, en fait, sur justement le placement d'antenne, l'endroit optimal pour mettre des condensateurs, la diaphonie entre les pistes, des choses comme ça. Et quelqu'un avait dit oui, moi je vais vous faire passer dans le 21e siècle, on va faire de la simulation avec PSPICE, etc. Donc vous n'aurez plus besoin de faire de prototypes, en fait. Vous n'allez pas cramer 3 cartes, vous aurez directement la bonne. Donc les mecs ont fait des mois de simulation avec PSPICE, et à la fin, les cartes qui étaient livrées ne marchaient toujours pas, et il fallait toujours rajouter une petite piste à la fin, gratter, mettre un condensateur en plus, et avoir l'intuition en fait de l'expert en électronique qui allait dire non mais là le problème il vient de là. Quand je mets mon doigt sur tel composant, ça se met à résonner, donc c'est qu'il y a un problème de plan de masse ou autre. Tous ces éléments, par exemple, je les ai pas parce que déjà ma formation elle est ingénieur généraliste avec spécialité informatique, donc j'ai pas du tout fait de hardware, donc j'ai appris sur le tas. Et voilà, donc c'est des retours d'expérience comme ça, c'est top, vraiment top. Donc s'il y en a d'autres, avec grand plaisir pour aller échanger sur Discord ou Twitter ou LinkedIn. Le nom Divid, il vient d'où? Alors quand on regarde un peu les plateformes qui sont dédiées à être vulnérables, c'est toujours Dam Vulnerable et puis XX. Et donc il y en avait qui avaient créé Dam Vulnerable Web Application, Dam Vulnerable Router par exemple. Et moi, je me suis dit, je vais créer Dam Vulnerable IoT Device, et donc le Divid est sorti. Le problème, c'est que j'ai voulu acheter Divid.fr, puisque c'est un projet français, made in France, ça s'exporte bien à l'étranger.
mais quelqu'un d'autre l'a acheté avant moi. Donc, du coup, j'ai passé à divid.eu. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a un EU et pas un FR. C'est pas 100% français, parce qu'il me semble que tu peux faire imprimer des PCB en France. Tu n'es pas obligé de les faire en Chine. Oui. Par contre, les composants qui sont dessus, je les ai pas trouvés en France. Alors après, dans le design en fait de la carte au début, je me suis dit je vais quand même tout réinternaliser. Par exemple, il y a un FTDI, donc c'est une liaison en série vers de l'USB, une liaison UART vers de l'USB. L'idée c'est quand j'ai voulu l'internaliser sur la carte, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus intéressant d'acheter directement le composant, parce qu'il pourrait servir après à la personne, et que la carte servirait juste de challenge. Et en fait, c'est l'objectif aussi de la carte, c'est que quand, par exemple, il y a un package Divid qui est acheté par un étudiant, il a tous les composants pour déjà démarrer le hardware, enfin le hacking hardware. Et par exemple, il a un petit dongle Bluetooth, low energy, il peut ne pas en avoir sur son ordinateur. Il a un FTDI pour pouvoir interagir avec de l'UART. Il va avoir un AVR ASP pour flasher par exemple la carte directement ou extraire le firmware. Il y a tout qui est fourni, il manque juste un ordinateur avec une Kali. Mais ça c'est pas trop dur à trouver. Tous les gens qui débutent ont tous un ordinateur avec une Kali dessus. Exactement. Est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin ? On a bien compris que tu cherchais à fédérer une communauté, que tu cherchais des contributions sur ton projet. Est-ce que tu veux, je sais pas, nous parler de tes prochaines apparitions, des projets peut-être que tu as dans les cartons, puisque tu disais que Divid allait rester rétro-compatible, mais peut-être que tu as des projets plus ambitieux. Tu parlais de Raspberry, par exemple, pour des escape games, des choses comme ça. Au niveau des évolutions du projet, l'idée c'est de renforcer la partie matérielle pure, et notamment le microcontrôleur. À l'heure actuelle, je pense que j'ai exploré suffisamment du use case sur la partie Bluetooth, avec tout ce qui est faisable au niveau du hardware de cette carte-là. Le Wi-Fi n'a pas été encore exploré. Le PCB a été suffisamment exploré. Mais par contre, l'ATmega en lui-même, je pense que c'est encore un océan. Il y a encore un océan de possibilités. Après, l'idée surtout, c'est de pouvoir mettre le Divid au sein d'un écosystème IoT beaucoup plus grand, et notamment l'IoT Edge. Demain, ou dans au moins l'année en cours, et en début 2023, on aura la possibilité, le Divid s'interfacera avec un projet d'IoT Edge, et donc avec par exemple Azure IoT ou AWS IoT, et donc on le verra avec l'idée de j'ai un projet complet et j'ai une petite partie matérielle, et c'est cette petite partie matérielle que je peux attaquer qui va me permettre de hacker tout le reste. Et c'est un des challenges que je prévois de faire en plus du Cluedo. Oui, ce qui est pas une mince affaire, puisque dès que tu as une partie en ligne, ça veut dire des coûts d'hébergement, ça veut dire un serveur partagé potentiellement entre tous les attaquants, etc. quoi. Oui, alors dans ce cas-là, ce qui est déjà fait, au moins pour alors pour vous donner un retour d'expérience, cette année j'ai fait un cours avec 63 étudiants et il y avait 63 cartes en même temps avec 63 instances différentes, et en fait j'ai énormément industrialisé cette partie déploiement. Donc le déploiement, en fait, je considère que chaque étudiant doit avoir sa propre infrastructure pour pouvoir interagir. Il peut pas interagir avec celle des autres. Et donc tout le projet est construit pour être également in-premise. C'est pour ça que par exemple les mallettes, il y a un Raspberry ou un NUC en fonction de la capacité qui vient héberger la totalité. Donc si demain vous voulez faire un cours dans une cave ou dans un souterrain à 300 mètres de profondeur, vous pourrez jouer intégralement avec le Divid. Eh ben, merci beaucoup Arnaud pour ta participation. Eh ben, merci à vous pour l'opportunité. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci à tous.